Salut à tous, ce 22 mars, c'est la sortie du 4e opus de John Wick, la suite du très énervé John Wick 3 Parabellum. Ce qui est bien avec ce genre de licence, c'est que même si vous n'avez pas forcément vu les John Wick, vous savez quand même un petit peu de quoi ça parle. À savoir Keanu Reeves dans un beau costard qui soulève des mecs avec des prises de JJB ou via des super skills avec des flingues, et très souvent ça lui arrive de terminer ses ennemis avec des finishers bien sales. Si en surface, les John Wick ont ce côté film de baston générique, comme on a l'habitude de voir depuis un moment déjà, on est obligé de reconnaître que ces œuvres ont profondément marqué la pop culture de notre époque. Sur pas mal d'aspects, en fait, les John Wick surclassent largement tout ce qui a été produit dans le registre fusillade, poursuite, baston, dans tout le cinéma occidental du 21e siècle. Oui, j'insiste bien sur le 21e siècle parce que j'estime que les films d'action aux années 90, ils avaient quand même ce truc qui était quand même à part. Dans les années 90, on faisait quand même pas mal de dingueries niveau film d'action. En fait, je connais peu de licences à avoir attiré un public aussi vaste et c'est pas pour rien qu'ils auront mis 4 films en chantier en même pas 10 ans. Ce qui en soi n'est pas exceptionnel, vu qu'il y a quand même pas mal de licences d'action qui ont produit pas mal de films en très peu de temps, comme les Jason Bourne ou les Expendables par exemple. Et notez d'ailleurs que le 4e volet de John Wick aurait dû sortir l'année dernière. Mais bon, à cause du Covid, tout ça, vous connaissez la chanson. Une série télévisée spin-off intitulée The Continental est par ailleurs annoncée depuis un petit moment, et en plus il y a des chances qu'on voit débarquer prochainement un spin-off intitulé Ballerina, actuellement en production avec un personnage principal féminin joué par Ana de Armas. Le film sera réalisé par Len Wiseman, le mec derrière Underworld et le trop injustement mésestimé Die Hard 4. Le tournage aurait débuté en novembre 2022 dans la ville de Prague. Même si en soi il ne fait pas officiellement partie de l'univers wickien, j'ai quand même envie d'y inclure le film Nobody avec Bob Odenkirk, le légendaire casse-gueule Jimmy de Breaking Bad Universe. Pourquoi ? Parce que les similitudes avec les précédents John Wick sont quand même assez marquants. Un ex-agent surentraîné, des Russes, une organisation secrète, blablabla. J'ai jamais pensé que Nobody se déroule un petit peu dans le même univers que John Wick. De toute façon, on voit bien que c'est les mêmes codes esthétiques, on voit qu'il y a énormément de références. Au scénario, c'est Derek Kolstad. Et d'ailleurs, un Nobody 2 est en préparation. Et ce serait marrant qu'il y ait une petite scène où Bob Odenkirk et Keanu Reeves se croisent justement dans un Continental ou un truc comme ça. Je tiens à noter que la scène de baston dans le bus dans Nobody est pour moi la meilleure scène de baston de tout le cinéma d'action occidental. Et si vous trouvez mieux, vous me le dites dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous contredire. Bref, malgré le concept assez simple, celui d'une machine à tuer qui dégomme tout ce qui bouge, et la saga John Wick a su quand même malgré tout se réinventer au fur et à mesure des épisodes. Et il se peut que le 4e film nous propose quelque chose de encore plus spectaculaire que le 3e volet, ce qui est quand même franchement un exploit en lui-même. Et en quoi John Wick a su se réinventer? En quoi John Wick est si intéressant? En quoi John Wick fait qu'on a affaire à un des plus gros films d'action du moment? Et c'est justement ce qu'on va voir avec cette rétrospective spéciale John Wick, comme ça si vous n'avez pas le temps de revoir les films, même si l'histoire est pas très compliquée en soi, histoire de se mettre à jour pour le gros carton qui va débouler dans les salles à la fin du mois de mars. Allez, c'est parti en avant. John Wick, le premier film de la saga réalisé par Chad Stahelski, principalement connu pour avoir été cascadeur sur tout un tas de films d'action dans les années 90. Il a doublé Brandon Lee dans The Crow par exemple. Mais là où il s'est principalement illustré, c'est à la réalisation de toute la franchise John Wick. On a Derek Kolstad au scénar, Tyler Bates à la musique, et à la production, on a Eva Longoria. Oui. Et David Leitch, le mec qui a fait le Fast and Furious avec Statham et Dwayne Johnson, Deadpool 2 et Bullet Train. Des suites d'une longue maladie, John Wick, ancien tueur à gages au CV bien rempli, vient de perdre sa femme Helen. Peu après l'enterrement de sa bien-aimée, John reçoit un colis postal, un colis contenant un chiot nommé Daisy, un beagle, ainsi qu'une lettre. Il s'agit d'un cadeau posthume de Helen pour l'aider à surmonter sa disparition. J'aime bien comment le film prend une tournure tragico-guimauve par rapport à ce qui va suivre. John finit par s'attacher au petit chien et l'emmène faire un tour à bord de sa Ford Mustang de 69. Arrêté à une station essence pour faire le plein, il croisera un trio de mafieux russes. Peut-être un des rares stéréotypes à être encore autorisé. Losef, le meneur de la bande, se trouve très intéressé par la bagnole. Il insiste pour que John lui la vende, mais ce à quoi ce dernier refuse et répond à l'intéressé dans la langue de Dostoïevski. Les gars, ils ont le seum, alors ils suivent John jusqu'à chez lui, attendent qu'il aille se coucher pour cambrioler sa maison, lui piquer sa bagnole, le maraver genre bien, et pire encore, ils vont aller jusqu'à tuer le chien de sa bien-aimée. Dès le lendemain, Losef emmène la belle Mustang au garage d'Aurelio, histoire de la modifier un peu. Aurelio est joué par John Leguizamo. Ce mec, vous l'avez vu partout. L'Impasse, Roméo et Juliette, Moulin Rouge, Land of the Dead, qui casse 2. Quand Aurelio voit la caisse, il refuse de la prendre et balance une grosse patate à Losef. Peu après, Wick rend visite à Aurelio. Ils sont potes. Et lui apprend que Losef est en fait le fils de Viggo Tarasov, chef de la mafia russe locale, et accessoirement l'ancien employeur de John Wick. Ayant appris que son fiston s'est pris une bang par Aurelio, Viggo, le boss de la mafia russe locale, et passe un coup de fil au sujet de l'incident avec son fils. Aurelio lui explique alors le topo, ce qui calme tout de suite les ardeurs du bon Viggo. Viggo est joué par le Suédois qui incarnait Michael Blomqvist, le journaliste dans Millennium, pas celui de David Fincher, et le méchant de Mission Impossible, Ghost Protocol. Si vous l'avez pas encore vu, matez-le, c'est peut-être un des meilleurs films des années 2000 et 2010 confondus. Il est malheureusement décédé
décédé d'un cancer du poumon en juin 2017 à l'âge de 56 ans. Encore une fois, Losef va se prendre une soufflante et son père lui explique que John Wick, avant qu'il ne prenne sa retraite, c'est le meilleur assassin du game, le plus fort, le plus beau, celui qui sent le plus bon, blablabla, vous connaissez. Le mec est tellement bon qu'il était surnommé le Baba Yaga. Vu l'appellation du truc au départ, moi je pensais que c'était tiré d'une espèce de folklore hippie ou un truc comme ça. Eh ben en fait non, c'est une figure féminine surnaturelle des contes slaves. Et je vous invite d'ailleurs à lire la fiche Wikipédia de Baba Yaga, c'est super intéressant. À ce qu'on m'a dit, c'est super intéressant. Le Baba Yaga donc aurait aidé Viggo pour fumer toute la concurrence afin de l'aider à prendre le contrôle du syndicat du crime. Terrifié à l'idée que son fils unique se fasse buter par son ancien partenaire, Viggo essaye de gratter la miséricorde de Wick, mais en vain. Wick fait comprendre à Viggo qu'il compte pas en rester là et qu'il va terminer son fils pour avoir massacré son chien. Résigné, Viggo enverra un commando pour supprimer Wick chez lui encore une fois. Pour le coup, John se laisse pas avoir comme ça et un par un, il va neutraliser la totalité des assaillants. Suite à cet échec et suite à la crainte de se voir se faire supprimer à son tour, Viggo mettra un contrat de 2 millions de dollars sur la tête de Wick. Pour maximiser ses chances de réussite, il proposera le contrat à Marcus, l'ancien mentor de John et accessoirement un tueur qui connaît très bien le métier. Marcus est joué par William Dafoe et plus besoin de présenter le bonhomme. Et je vous invite vraiment à voir The Lighthouse avec William Dafoe et Robert Pattinson, peut-être un des films les plus importants de ces 20 dernières années. Un jour je vous consacrerai une vidéo entière sur ce truc. Flairant l'embrouille, Wick s'est réfugié au Continental Hotel, un établissement réservé exclusivement aux assassins qui a pour règle de ne jamais autoriser le moindre assassinat en ses murs. Lorsque Viggo apprend où Wick se planque, il doublera la prime pour motiver les mecs à enfreindre la règle sacrée de l'organisme. John apprend par Winston que Losef se trouve dans le Red Circle, une discothèque. Winston est joué par Ian David McShane, un acteur très classe que j'ai découvert tardivement dans le trop mésestimé Hellboy, celui de 2019. Oui, j'adore ce film et je le préfère largement aux versions de Guillermo del Toro. Oui, je sais, j'assume. Wick y va, fume un max de mecs, mais manque le jeune homme de peu. Blessé par un homme de main de Viggo, Wick retournera au Continental pour se faire soigner. Là, il se fera attaquer par Mademoiselle Perkins, une consoeur qui a pris le contrat pour le buter en mode Wislard. Sauvé de justesse par Marcus, planqué en face de l'hôtel, John réussira à soulever Perkins, au point de lui forcer à lui dire où se planque le pognon de Viggo. John va prendre la tangente, la laissant au bon soin d'un voisin du nom de Harry, histoire d'attendre sa punition pour avoir enfreint les règles du Continental. Hélas, Perkins arrivera à se libérer et tuera le pauvre Harry. John se rend dans une église orthodoxe qui sert de couverture pour la compta de la mafia russe. Il dégommera les gardes et cramera tout le fric ainsi que les documents compromettants pour les responsables gouvernementaux qu'utilisait Viggo comme moyen de pression. Viggo débarquera à l'église et Wick tentera un truc, mais il se fait maîtrise. Et là, Viggo fera exactement ce qu'il faut faire contre n'importe quelle machine à tuer ultra professionnelle et quasi indestructible. Lui faire une remontrance, ne pas lui mettre une balle dans la tête, le laisser avec juste 2 mecs alors qu'il en a dégommé au moins 50 depuis le début du film. Marcus, son ange gardien, interviendra encore une fois et tuera l'un des mecs, permettant à John de buter le second. Déter, John sortira pour intercepter la bagnole de Viggo, le contraignant à balancer son propre fils, chose que fera ce dernier avec une certaine amertume. Wick y va, fume les gardes et achève Losef. Peu après, Mademoiselle Perkins découvre que Marcus a fricoté avec Wick. Elle le balancera à Viggo et ce dernier se rend chez Marcus pour le torturer et le descendre. Très en colère, Viggo passe un coup de fil à Wick pour l'informer de la mort de son ami. Attendant à proximité du domicile de Marcus, histoire de finir le boulot, Perkins est appelé à une réunion secrète avec Winston, qui l'éjecte de la confrérie pour avoir enfreint les règles. Il la fera abattre avant d'informer John que Viggo tente de se barrer en hélicoptère. Wick se rend sur place, dégomme tout le monde et affronte Viggo dans un combat singulier, et après une bagarre épique et salvatrice, Viggo finira par mourir, planté par sa propre lame. Gravement blessé, Wick s'introduira dans une clinique vétérinaire afin de se soigner. Il quittera les lieux en embarquant avec lui un petit canet corso et se promènera avec lui près du pont où il avait passé un bon moment avec son ex. Voilà le résumé de John Wick 1. Au niveau du box-office, c'est une réussite mais pas un triomphe non plus. Le film a coûté 20 millions mais il n'en a rapporté que 43 aux États-Unis et a fait à peine 400 000 entrées en France. Après, le film est sorti en octobre, c'est pas le meilleur moment pour rassembler un max de personnes dans les salles. Surtout dans un film d'action avec un potentiel qui est plus adapté pour le climat estival. Et c'est assez surprenant en comparaison avec l'écho qu'insulte la saga John Wick quand on parle d'elle. Mais malgré son succès modeste, le film est bien accueilli et jouit quand même d'une certaine popularité et même d'une certaine sympathie de la part du public. Et pas n'importe quel public, John Wick ça rassemble aussi bien les ados que les adultes dans la force de l'âge. C'est le film qui a réussi à rassembler toutes les générations autour de Keanu Reeves, au point d'en faire une personnalité du même niveau de popularité que Brad Pitt ou Tom Cruise. Parce que Keanu Reeves dans les années 2000, en fait, il parlait aux gens des générations des années 80-90. Et John Wick a réussi à le remettre sur le devant de la scène auprès d'un public beaucoup plus jeune. D'un côté, les jeunes étaient attirés par un style de film d'action nouvelle génération avec des super bastons hyper chorégraphiés, hyper réalistes, avec des fusillades et des gunfights super bien chorégraphiés. Et de l'autre côté, ça attirait les anciennes générations qui étaient fascinées de voir Keanu Reeves débarquer à 50 balais, agile comme un chat, puis mettre des branlées à tout le monde. Le film est sorti en 2014, soit 15 ans après la sortie de Matrix, et c'est justement
le gros film avec Keanu Reeves dans un premier rôle. Mais dans un premier rôle populaire, parce que Reeves, il en a fait pas mal des films dans les années 2000, et la plupart de ses films, niveau popularité, c'était vraiment moyen. On est en 2014, et la mode des acteurs qui arrivent à la cinquantaine et qui font des trucs de ouf, et bah ça fait désormais partie du game, depuis les Expendables, les Missions Impossibles et autres Jack Reacher. Et on va certainement pas bouder notre plaisir, c'est franchement encourageant de voir un gars de 50 balais, Keanu Reeves, faire ce qu'il faisait. Et YouTube a justement permis de le montrer en train de faire ses chorégraphies, ses prises de jujibé, ses skills avec les armes à feu, etc. Mine de rien, c'est quelque chose qui était assez secret à la base, l'entraînement des acteurs, ce genre de choses. Et le fait de voir ça sur les réseaux sociaux, ça a créé comme une sorte de proximité avec l'acteur. Et surtout, ça envoie un message positif aux anciens entre guillemets, qui veut dire en gros, les gars, qu'importe votre âge, vous pouvez toujours faire des trucs de ouf. On passe à cinquantaine, mais on s'en fout, on a toujours la dalle, il n'y a pas de problème, on peut concurrencer les jeunes loups du circuit. Pour autant, à l'époque, en dépit de sa popularité, en raison de son côté beau gosse cool, simple et abordable, avant 2014, il était en passe de devenir has-been. Vu que le gros de ses films s'était fait déboîter par la critique et avait moyennement emballé le public. Je pense que vraiment John Wick, c'est la licence qui a sauvé sa carrière. Les scènes d'action sont super bien chorégraphiées, les fusillades sont hyper immersives, rien n'est laissé au hasard au niveau esthétique, c'est vraiment régal pour les yeux, même si l'ambiance est quand même assez noire, ça appartient un petit peu à ce genre de film néo-noir nouvelle génération, et même si c'est un gros film d'action, en réalité il est assez tranquille par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres blockbusters. Le film dure à peu près 1h40, ce qui est un tempo à peu près classique pour un film d'action, mais un tempo qui va s'intensifier au fur et à mesure des épisodes. Et d'ailleurs, c'est le moment d'embrayer avec John Wick 2, sorti 3 ans après le premier volet, en 2017. 4 jours après l'histoire avec Viggo et son fils, Wick retrouve sa Ford dans un atelier de voitures volées appartenant à Abraham Tarasov, le frangin de Viggo. Peter Stormare, un acteur suédois abonné au second rôle. Après avoir déboîté ses hommes et après avoir presque pulvérisé sa caisse, Wick épargnera Abraham en concluant avec lui un pacte de paix avant de le laisser pour rentrer chez lui. Mais à peine il rentre dans sa villa pour se reposer qu'on vient faire toc-toc à sa porte. Quand Wick ouvre, il aperçoit toute une équipe de gens bien habillés. Le chef de la bande, c'est Santino D'Antonio, joué par Riccardo Samario, un acteur beau gosse italien, très connu en Italie. Santino vient voir John Wick pour grosso modo lui demander d'honorer une dette en lui proposant un contrat. Décidément, on apprend que Wick lui donne du pognon et que Santino ne l'a pas oublié. Et John est vraiment pas chaud pour ça. Il veut se mettre au rencard et profiter de sa retraite tranquille. Mais Santino est motivé. Il lui rappelle que c'est grâce à lui qu'il a pu s'acheter sa maison et se mettre bien avec sa meuf. Il est un peu con quand même le Santino. Il voit bien que John paraît un peu fatigué et exténué, moi je vois que mon pote il est un peu à cran, je lui fous la paix, je vais le revoir une semaine ou deux après, histoire qu'il essouffle un peu quoi. Mais comme tout Italien du Sud, Santino a la rancune tenace, alors à peine sorti de chez John, il revient avec un lance-greux pour lui faire péter sa baraque. Dans le premier, les méchants c'était les Russes et dans celui-là ce sera les Italiens. Encore une autre valeur sûre. John est juste soufflé à travers une vitre et il s'échappe avec son chien pour se planquer au Continental. Winston, le proprio, rappelle quand même à John qu'il doit rembourser sa dette auprès de Santino parce que ça fait quand même partie des règles primordiales de la boutique. John est un peu vénère mais il a pas le choix. Il retrouve Santino dans un musée et ce dernier lui annonce qu'il doit descendre sa sœur, Gianna, histoire d'obtenir un siège à un conseil de hauts dignitaires du monde du crime qu'on appelle la Grande Table. La licence commence à s'internationaliser. Wick sera envoyé à Rome à une teuf organisée par Gianna, et en passe de la descendre, Gianna se suicide sous ses yeux d'une façon aussi poétique que tragique, en se tranchant les veines dans son bain. Mais histoire de bien faire le boulot, Wick lui collera une bastos dans la tête. C'était vraiment nécessaire. En passe de se barrer discretos de la fête, il se fait griller par Cassian, le garde du corps de Gianna. Le mec est joué par Common, tu l'as vu dans Mise à Prix, dans Terminator Salvation, et dans Au bout de la nuit avec Keanu Reeves. C'est qui lui déjà? En voulant se tailler dans les catacombes, on a droit à un gunfight vraiment sympa, et Wick et Cassian se friteront ensemble jusqu'à devant le Continental de Rome. Oui, ils ont une orgie à peu près partout. Le truc c'est que là aussi, c'est interdit de se fight au sein de l'établissement. Alors Wick et Cassian partageront un verre au bar, et John poucavera auprès de ce dernier en lui expliquant que c'est le frère qui a donné l'ordre de faire buter sa sista. Mais Cassian achète la mort et lui aussi sera Wick, il compte le descendre, un de ces quatre, par principe. Ça finira jamais leur délire. Et Wick est à peine de retour à New York que Santino lui met un contrat sur la tête, un contrat de 7 millions de dollars. Après avoir massacré plein de mecs, notamment avec un crayon, John va tomber sur Cassian qui lui aussi visiblement aura pas perdu de temps non plus. Il va faire une réclame pour empocher les 7 millions ou il fait ça gratos? Je sais pas où est-ce qu'il trouve cette énergie. Moi je fais 3 heures d'avion, je suis rincé. Mais Wick, magnanime, laissera le boug en vie par courtoisie professionnelle. Également blessé, John demandera à l'aide à Morpheus, Bowery King, seigneur du crime du monde souterrain. Ce dernier va lui filer un flingue, va l'emmener au musée où il avait accepté le contrat, et Wick va descendre tous les mecs de Santino. Ce dernier va profiter du chaos pour se barrer au Continental pour sauver sa vie. Suivi par John et malgré les avertissements de Winston, Wick tuera Santino dans le resto de l'hôtel d'une balle en pleine tête. Enfreignant ainsi la règle d'or de l'établissement. Après avoir récupéré son chien et après avoir récupéré la chaîne de sa défunte épouse, Wick va toper Winston au Central Park. Ce dernier lui apprendra que le conseil a doublé l'offre pour faire buter Wick et qu'elle est en plus valable à travers le monde. Et histoire d'en rajouter en challenge, Winston décide d'excommunier John de la confrérie, lui faisant perdre ainsi tous ses avantages et tous ses acquis. C'est un peu comme si tu te faisais radier de Pôle emploi quoi. Mais Winston est quand même bien urbain, il lui laisse 1 heure pour se barrer avant qu'il ne mette la prime sur son dos. Avant de filer, Wick prévient Winston qu'il va crever tous ceux qui le suivent, et compte tenu des enjeux, ça va faire du monde. Wick se tire avec son chien, scellant la fin de John Wick 2. On sent qu'il y a eu un boost, on sent qu'il y a eu une augmentation dans le budget, ça se voit. Le premier avait quand même une ambiance très noire, avec une esthétique très métallique. Là il y a beaucoup plus de couleurs, c'est aussi beau,
mais on sent qu'il y a quelque chose de différent. Et quand on se penche sur le budget, on est passé de 20 millions de dollars pour le premier film à 40 millions, ça a doublé. Pour ce qui est de la durée, le premier John Wick durait 1h30, là il dure 2 heures, et avec plus de scènes d'action que dans le premier. Au niveau du box-office, on arrive à du 92 millions de dollars aux États-Unis, ce qui est un peu plus au niveau de la rentabilité que le premier. Pour rappel, il avait coûté 20 millions et en avait rapporté 43, je parle aux États-Unis. Là non plus, c'est pas un grand triomphe, mais les critiques sont bien plus élogieuses que pour le premier. Et Keanu Reeves commence à sérieusement s'imposer dans le game. John Wick devient une valeur sûre qui donnera une suite à peine 2 ans après, en 2019, John Wick 3, Parabellum. Et croyez-moi, là on passe à un niveau largement supérieur en comparaison à tous les autres. John Wick Parabellum, toujours avec Keanu Reeves, forcément, et toujours réalisé par Chad Stahelski. Après avoir été briefé quant à son sort par Winston, John Wick se taille FISA avec 1 heure d'avance avant que le contrat ne soit mis sur sa tête. Un contrat de 14 millions pour rappel. Ah bah c'est autre chose que la prime de Vigo. Hein. John tente de quitter Manhattan avant de voir tous les tueurs de la planète lui tomber dessus. Il sort à une bibliothèque pour récupérer un bouquin avec tout plein de bricoles dedans, un crucifix, un médaillon, des trucs comme ça. Dans cette bibliothèque, il affrontera un mutant de 2m24. Est-ce que je rêve ou ce mec a réellement essayé de le planter avec un couteau de cuisine que t'achètes chez Action? Ce mec, c'est pas n'importe qui, c'est Bobin Marjanovic, un basketteur serbe de 34 ans, 132 kilos le bonhomme. Après l'avoir terminé, Wick se rendra dans un théâtre que tient la directrice, une femme qui l'a connue enfant et qui l'appelle par son vrai nom, Jardani Jovanovic. Un patronyme serbe, Jovan en serbe, c'est John en anglais. John va la supplier et elle acceptera de l'aider à se barrer au Maroc. Tu sens que la valeur ajoutée de ce film, c'était de proposer un décor un peu plus exotique. Parallèlement, on va suivre une meuf de la Grande Table qui va débarquer au Continental pour rencontrer Winston. Puis après, le Bowery King, chef du réseau d'assassins vagabonds. Comme ces deux-là ont aidé John Wick à s'enfuir, elle leur annonce qu'ils ont 7 jours pour quitter leur poste sous peine de poursuite. Cette meuf, en fait, c'est un petit peu une consultante en restructuration d'entreprise. Ils ont peut-être besoin d'un community manager aussi. À Casablanca, Wick retrouve Sophia, jouée par Halle Berry, une actrice qui a cessé de vieillir à 25 ans et une ancienne amie de John Wick. Sophia est moyennement contente de voir John débarquer chez elle et en guise de bonjour, elle lui collera une bastos. John lui présentera la marque du médaillon, rappelant qu'elle aussi est liée par une dette. Comme c'est ironique. Il lui demande de se présenter au grand maître de la Grande Table, le seul à avoir l'autorité pour lever la prime de l'excommunication dont il fait l'objet. Sophia le mène à Berrada, son ancien boss. L'homme dit à Wick qu'il peut trouver le grand maître en errant dans le désert jusqu'à ce qu'il puisse plus marcher. En échange de ces informations, Berrada demande à Sophia de lui offrir un de ses malinois, ce qu'elle refuse. Ah, ils kiffent les chiens les deux. Berrada tire alors sur le chien qui est protégé par un gilet pare-balles, heureusement, histoire de donner une leçon de respect à son ancien disciple. Appréciant moyen, Sophia tirera sur Berrada avec l'audio va se frayer un chemin en exterminant la moitié du pays. Sophia, ayant payé sa dette, laisse John dans le désert. Il erre jusqu'à s'effondrer d'épuisement, mais il est néanmoins retrouvé par les hommes du grand maître. John explique alors à ce dernier la raison d'être et de ses actions, affirmant qu'il veut désespérément vivre pour garder le souvenir de l'amour qu'il partageait autrefois avec sa femme. Joué par Saïd Taghmaoui, le grand maître accordera son pardon à John, mais seulement s'il assassine Winston et s'il accepte de se battre pour la table jusqu'à sa mort. J'ai hâte de voir dans quelle emmerde il va se foutre dans le 4ème. En gage de dévouement, John se coupe son annulaire et offre au maître son alliance. Convaincu par son geste sacrificiel, celui-ci l'accepte. Dans ce temps-là, la consultante en restructuration d'entreprise recrute Zero, joué par Marc Dacascos. Ça parlera aux amoureux de films d'arts martiaux des années 90. Zero et ses disciples sont engagés pour faire respecter la volonté de la Grande Table. Avec l'aide de Zero, la meuf accoste la directrice et le Bowery King et met à exécution les représailles qu'elle avait annoncées. Et pour le coup, les deux dignitaires sont mutilés. John, de retour à New York, se voit poursuivi par les hommes de Zero, mais échappe vers le Continental, encore, pour y trouver refuge. Zero tente de buter John, mais il est arrêté dans son geste alors qu'il arrive au Continental, avec la menace d'être frappé lui aussi par une excommunication. Zero se révélera être un véritable admirateur et fan de John Wick. La meuf au crâne rasé arrive, mais Winston refuse de quitter son bureau, et John refuse de tuer Winston. En conséquence, elle révoque le statut de neutralité du Continental de New York. Elle en avise Zero et ses élèves, puis envoie 2 bus remplis d'hommes de main de la Grande Table disposant de tenues blindées tactiques. Avec l'aide du concierge de l'hôtel, le mec doublé par le même gars qui double Gus Fring dans Breaking Bad, John défendra le Continental des assaillants. Au départ, les forces de sécurité blindées éliminent facilement la plupart des gardes, mais par la suite, John et Gus arriveront à les fumer avec des fusils à cartouches perforantes. John est pourtant pris en embuscade par Zero et ses sbires, mais il parvient à tuer tous ses hommes, sauf 2, avant de crever Zero définitivement. L'adjudicatrice entame des pourparlers avec Winston, qui compare le déclenchement de la rébellion à une démonstration de force. Ce dernier fera pénitence pour être réintégré par la table. Lorsque John arrive et que la boss, visiblement, le déclare comme une menace pour les négociations, Winston, ce sale traître, videra son chargeur sur John au point de le faire tomber du toit du Continental. Cet acte lui vaut d'être autorisé par la chef à reprendre ses activités et à récupérer son statut. Mais en sortant de l'hôtel, la femme s'apercevra que le corps de John a disparu. Elle informera Winston en lui déclarant que l'homme reste toujours une menace pour eux deux. Pendant ce temps, John Wick, blessé mais vivant, est amené au Bowery King, fortement marqué par des blessures qui lui ont été infligées. Animé par la colère contre la table, il demande à partir en guerre contre ses membres et demande à John son aide, une aide qu'il accepte volontiers. Voilà pour ce qui a été John Wick 3 Parabellum. Quelque chose de vraiment intense, de vraiment spectaculaire.
Et un peu trop par moment. Au niveau du budget de la durée, là encore on monte d'un cran. Le film dure 2h10 et a coûté 75 millions de dollars. Pour rappel, le deuxième en avait coûté 40. Et si je disais que le premier et le deuxième étaient convenables au box-office, c'est pour appuyer la comparaison avec la sortie du troisième, le 3 est un triomphe absolu. Et je ne parle même pas du box-office à l'étranger, ça a été un carton absolument partout. Ça y est, John Wick devient enfin une franchise événement, une franchise qui va sans doute atteindre son apogée avec le quatrième film. Là aussi on peut imaginer que ça va être bien solide au niveau du box-office et au niveau de la critique. Et je vous conseille très franchement de bien avoir dormi avant d'aller le voir, parce qu'à tous les coups vous allez en prendre plein les yeux. Même moi je sais même pas si je vais avoir les défenses immunitaires pour supporter ça. Pour ce qui est du mot de la fin, un mot personnel, eh ben je n'aime pas John Wick. Du moins, j'aime pas beaucoup. Et plus exactement, je n'aime pas Keanu Reeves. Enfin, j'aime pas, c'est un grand mot. Je considère juste que cet acteur est largement surcoté de ouf. Ce mec, je suis désolé, il est beau gosse, il est bien gaulé, il a l'air très sympathique, il a l'air très abordable, mais ce mec ne sait pas jouer. Il a toujours la même expression, toujours la même tonalité de voix, il a toujours la même expression. Il a même dans le film, en réalité, il a pas de grosse punchline. En fait, on kiffe même pas John Wick, on kiffe Keanu Reeves, parce qu'il a su, peut-être sans le vouloir, se rendre populaire, se rendre méga classe, se rendre hyper intéressant auprès du public. Et franchement, j'ai rien contre. Moi, perso, je m'en fous. Mais d'un point de vue artistique, je considère Keanu Reeves, pas comme vraiment incroyable en termes d'acting. Et quelque part, bien sûr, on va pas le voir pour ça. Mais bon, vous mettez Keanu Reeves, période John Wick, à côté de Robert De Niro dans Heat. Je suis désolé, t'as beau couper le film, et la tête de Robert De Niro sera quand même incrustée dans ton écran tellement il a marqué le coup, tellement il a de la présence, tellement il est magnétique. Pour ce qui est de Keanu Reeves, il est très beau, il a une belle gueule, mais il n'a pas cette prestance, il a pas ce truc. Pour autant, ces films sont quand même intéressants à voir, c'est un bon film d'action justement à aller voir pour se détendre, pour voir autre chose, pour voir du spectaculaire, pour voir de l'action, après tout, on est là pour ça. Je vous dis à très bientôt les loulous, pensez à vous abonner si ça vous a plu, à mettre un like également, ou à déposer un commentaire, c'est encore plus cool. À une prochaine.